Voilà, nous ouvrons la séance du Parlement bruxellois et nous commençons avec la première question d'actualité qui est adressée à Madame Frémaux. Voilà, et c'est Monsieur Serex qui va vous poser cette question. Je vous en prie, Monsieur Serex. J'ai la parole, Monsieur le Président. Vous avez la parole, Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Donc, Madame la Ministre, votre gouvernement a manifestement, il y a une dizaine de jours, pris la décision d'activer les fameuses astreintes. Vous aviez, dans un premier temps, me semble-t-il, assez sagement décidé d'attendre avant de mettre en route ce dispositif. Et c'était, me semble-t-il, la politique de la main tendue à l'égard du fédéral pour, au-delà de l'application stricto sensu de l'ordonnance, et Mme Galland a fait un choix, là, elle aurait pu en faire d'autres, je l'ai toujours dit, mais elle a fait ce choix-là, mais surtout de travailler, et c'est comme ça que vous l'avez annoncé à l'époque, à la mise sur pied de solutions structurelles qui protégerait l'ensemble des riverains de l'aéroport. Et donc, ce sur quoi je voudrais vous interroger ici en question d'actualité, c'est de savoir où en est en fait cette concertation avec le fédéral. Est-ce que des groupes de travail ont été mis sur pied? Sur quelle thématique? Est-ce que ça avance bien? Manifestement, ça n'a pas l'air de fort avancé. Quelles sont les solutions structurelles que la région bruxelloise met sur la table des discussions? Où en est-on? Où en est-on concrètement au moment où vous nous parlez? Et d'autre part, est-ce qu'il y a d'autres réunions qui sont maintenant programmées dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines? Je suppose que sous la menace des astreintes maintenant, Mme Galland va immédiatement essayer de accélérer un peu le travail de ces différents groupes qui auraient été mis sur pied. Je vous remercie. Voilà, alors, M. Gueissel, ça souhaitait interroger sur le même sujet. Venez à vous, M. Gueissel. Pardon? Non. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Madame la Ministre, je ne serai pas très long puisque M. Serex a parfaitement posé la situation du problème. Donc je voulais simplement, vous aviez en bonne intelligence décidé de négocier avec le gouvernement fédéral ainsi qu'avec les autres régions. Apparemment, la ministre Galland n'a pas été très active ou n'a pas été très efficace dans son action. Donc je voulais aussi savoir quel était le point des négociations qui s'étaient tenues et des réunions qui s'étaient tenues. On a aussi parlé de travaux qui allaient être prochainement entamés sur des pistes à Zaventem avec éventuellement un détournement des pistes d'envol et d'atterrissage. Je voulais savoir si ça avait des conséquences sur le survol de Bruxelles. Peut-être avoir un point sur l'état des lieux exact et les décomptes au niveau des astreintes et savoir quelles sont les chances dans des nouvelles négociations de quand même aboutir à un résultat favorable pour notre région. On a aussi brièvement parlé, je pense, de l'intention de Mme de Galland de rencontrer les bourgmestres de la région bruxelloise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce sujet? Voilà. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Président, merci au député chef de groupe Benoît Serex et au député bourgmestre Marc-Jean Gueissel de me permettre justement de pouvoir un tout petit peu expliquer les raisons pour lesquelles j'ai décidé de lever la première tranche d'astreinte, puisqu'effectivement, vous savez qu'à partir du mois de novembre, j'étais en possibilité de pouvoir réclamer 50 000 € par jour à l'État fédéral. Alors, je pense qu'il est important de repartir de la teneur de la concertation entre le fédéral et la région bruxelloise. Alors, vous l'avez souligné, et je l'ai dit et répété en commission à plusieurs reprises, j'ai dans un premier temps souhaité privilégier la concertation et le dialogue pour aboutir à une solution durable, structurelle, au profit de tous les Bruxellois et ne pas les opposer les uns aux autres, sans jamais renoncer aux bénéfices des astreintes. J'ai toujours considéré que c'était un moyen de pression à utiliser à l'égard du fédéral. Et force est de constater qu'en l'état actuel de la concertation, ou en tout cas de la non-concertation
ou l'absence de concertation, il était devenu nécessaire pour moi d'y recourir pour faire bouger les choses en faveur de l'ensemble des Bruxellois. Alors, revenons un tout petit peu sur l'évolution de dossier. Vous le savez que le 23 octobre 2014, Madame Galland a donné instruction à Belgocontrol de supprimer toutes les modifications apportées aux AIP le 6 février 2014 et restaurer à l'identique les procédures décrites dans les AIP du 5 février 2014. Il y a un délai qui était annoncé de 26 à 30 semaines par Belgocontrol pour restaurer le plan de vol précédent. Le 17 octobre, soit quelques jours avant l'annonce de Madame Galland, j'avais déjà écrit pour lui rappeler que le moratoire n'était pas suffisant à nos yeux et que les principes d'une solution structurelle devaient être mis sur la table assez rapidement, à savoir l'évitement des zones les plus densément peuplées et la sécurité aérienne comme critère prioritaire dans la définition des nouvelles routes. Je lui ai demandé aussi de créer une autorité de contrôle, de travailler sur la question de la nuit et insister sur l'ensemble des points de l'accord bruxellois. Alors, à ma demande, il y a un groupe de travail qui a pu être mis en place, concertation Bruxelles, capitale et fédérale. J'ai rencontré personnellement Madame Galland et je demandais qu'on puisse vérifier l'avancement de l'exécution de l'ordonnance du 31 juillet et voir dans quelle mesure est-ce qu'un certain nombre de dossiers pouvaient être entamés pour aboutir à cette solution structurelle. Et la ministre s'est engagée, quand elle m'a vue, à mettre sur pied, réunir une réunion plénière des ministres d'un groupe de concertation fédéral, 3 régions avant la fin de 2014. Alors, c'était fin octobre, avant que les astreintes ne démarrent. La première réunion et seule réunion en fait du groupe de concertation Bruxelles fédérale a eu lieu le 28 novembre au cabinet de la ministre fédérale. Belgocontrol y a annoncé le délai de mise en œuvre de l'instruction du 23 octobre, publication des AIP le 19 février, entrée en vigueur le 2 avril. Et à ce moment-là, les membres de mon cabinet qui étaient présents ont redonné l'ensemble des informations sur la réglementation bruxelloise en matière de bruit, sur le placement des sonomètres et sur les différentes décisions de justice qui ont eu lieu maintenant depuis toute une série d'années. Aucun retour n'a pu être donné par le cabinet de la ministre Galland concernant ces attentes précises, ni timing par ailleurs. Le 2 décembre, dans la foulée de cette réunion, j'ai adressé un courrier à Madame Galland, lui demandant d'avoir confirmation du délai de mise en œuvre du moratoire annoncé, confirmation des routes, de convoquer la réunion groupe de travail de concertation fédérale 3 ministres et d'avoir une position très claire du fédéral par rapport aux attentes du groupe bruxellois. Le 9 décembre, la ministre m'a répondu qu'elle souhaitait d'abord rencontrer l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les régions, les associations, etc., pour recueillir tous les éléments qu'elle souhaitait avoir dans le cadre d'une solution structurelle. Elle ne voulait pas s'enfermer dans un calendrier, ni régler ponctuellement certains éléments d'une solution structurelle. Le 22 décembre, nous avons appris qu'une réunion se tenait effectivement à son cabinet, comme je l'avais demandé, avec les 3 ministres régionaux, et j'ai appris 1h30 avant de m'y rendre que je serais la seule ministre dès lors qu'il a eu lieu en présence d'un nombre de membres de cabinet. Elle a annoncé qu'elle mettrait sur pied plusieurs groupes de travail dès début janvier pour avancer sur la recherche de solutions auxquelles évidemment les régions seraient associées et qui aurait un agenda précis. Et voilà, je n'ai eu aucune nouvelle de la ministre Galland, aucun agenda, aucune convocation au groupe de travail, rien. Aucune réponse non plus, même par écrit, aux attentes de la région bruxelloise par rapport au fédéral. Et donc, je pense que ce n'est pas à défaut d'avoir exposé l'ensemble des mesures qui nous semblaient indispensables. Alors, j'ai réécrit cette semaine à Madame Galland pour insister sur l'importance d'une concertation réelle et soutenue dans ce dossier, lui demandant de nouveau me redonner un rétro-planning précis d'ici à la mi-2016 pour la recherche des solutions structurelles. Et je lui ai demandé de me fournir pour la fin du mois de janvier un descriptif des groupes de travail qu'elle comptait mettre en place et du timing précis. Je n'ai pas de réponse à cette heure à mon courrier. Alors sur les travaux de rénovation, mais je l'ai appris par la presse, Monsieur Geisels, donc le 5 janvier dernier, que l'aéroport allait débuter au printemps 2015 toute une série de travaux de rénovation sur des pistes qui n'ont plus été rénovées depuis 1985. Je pensais que nous étions dans une dynamique de concertation et de transparence. Je n'en ai pas été informée par le fédéral. Et donc, dans le courrier du 20 janvier, je me suis permise de redemander à la ministre Galland un certain nombre d'explications sur les objectifs des travaux, la description précise des travaux
envisagées et surtout quel était l'impact de ces travaux par rapport aux atterrissages et décollages et l'utilisation des routes qui devront être remises en place à partir du 2 avril. Je veux savoir quelles injonctions la ministre a données ou qu'ont donné à Belgocontrol par rapport à la gestion de ces travaux et l'impact de ces travaux sur la solution structurelle aussi que les Bruxellois demandent. Dernière chose, les sonomètres, mais je l'avais dit assez rapidement. Non, c'est 10 minutes au total, tout. Donc je termine vite sur les sonomètres. Il y a un budget qui a été dégagé pour remettre 2 nouveaux sonomètres mobiles et ils sont en train d'être paramétrés par Bruxelles Environnement. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Serex. Je remercie la ministre pour sa réponse complète. Je pense que... Vous êtes d'accord, Je pense que Mme Galland devrait quand même ne pas négliger le fait que si d'ici mi-2016, il n'y a pas les solutions structurelles qui sont intervenues, qui sont d'application, il faudra passer entre les fourches codines des instances européennes pour faire quelques modifications que ce soit dans l'exploitation de cet aéroport. Donc elle ne parviendra même pas elle-même à respecter le contenu de son accord de gouvernement fédéral qui prévoit la recherche de solutions structurelles. Et je constate malheureusement, Madame la Ministre, en vous écoutant aujourd'hui, qu'on est assez mal parti dans l'optique d'une concertation. Et je ne veux pas répondre à votre place à M. Geisels, mais en tout cas, je peux vous dire que j'ai interrogé un certain nombre de bourgmestres l'autre jour pour savoir s'ils avaient été concertés ou associés. Ni Scarbeck, ni Woluwe Saint-Lambert, ni Forêt, ni Watermal-Boisfort, ni Woluwe Saint-Pierre, et sans doute les autres, ni Oderghem, ni Anderlecht. Donc, je ne sais pas, quand elle a été racontée qu'elle avait concerté les bourgmestres concernés, je ne sais pas alors quels sont les bourgmestres qui sont concernés. C'est peut-être en région flamande, ou peut-être Etterbeek. Monsieur Serex, vous pouvez rappeler la genèse de ce plan, Monsieur Serex, s'il vous plaît. C'est pas Monsieur Watley qui a mis ça en place. Une solution dans ce dossier doit passer par la concertation. Des astreintes au CDH, moi je La concertation avec les régions et la concertation avec les communes qui sont concernées par cette problématique. Voilà, mais je pense que tout a été dit. Madame Galland s'est peut-être concertée avec le bourgmestre de Jurbis, mais ça, on ne le saura pas. Mais en tout cas, on ne peut que vous encourager à être pugnace et tenace dans ce dossier. Merci beaucoup, madame. Nu een dringende vraag van mevrouw Maas over het afschaffen van de vuilniszakken. Dank u wel, meneer de voorzitter. Mevrouw de staatssecretaris, ik ga het hebben over de afschaffing of niet, want dat is de vraag uiteindelijk, van de vuilniszak van 80 liter. We vernemen dat in de pers, dat die beslissing al enige maanden geleden genomen is. De constatatie is dat in januari die zakken niet meer te koop worden aangeboden. Maar in diezelfde media lezen we dan van, ja, maar misschien dat we toch terug gaan invoeren. Dus eigenlijk is het zeer chaotisch op vlak van de communicatie. Niemand weet nog wat er gaat gebeuren. Een tweede ding is, daar is redelijk veel reactie op gekomen van de Brusselaars om te zeggen van ze begrijpen niet de motivatie, welke criteria die ervoor gezorgd hebben dat die zak wordt afgeschaft. Een van de dingen dat ik gelezen heb is dat het zou gaan omdat er te veel gewicht is in die zakken, terwijl dat er normaal gezien maximaal normen zijn om die zakken te vullen. Dus mijn vragen zijn de volgende, mevrouw de minister. Op welke manier heeft u gecommuniceerd over de al dan niet afschaffing van die 80 liter vuilniszak naar de burger? Een tweede ding is welke factoren of welke criteria hanteert u om die al dan niet die zak af te schaffen? Dus op welke manier zal dat gemeten worden? Een derde vraag is eigenlijk, dat gaat over de inhoud van de zak. Als een van de problemen zou zijn, ik weet het niet, maar daar hoop ik dat u een antwoord gaat geven, dat die huidige zakken veel te zwaar zijn, terwijl dat er maximaal normen zijn, is er misschien gedacht aan alternatieven om na te gaan, de zakken te controleren, dat daar bijvoorbeeld geen bouwafval in terechtkomt. Want ik denk dat een van de problemen is dat die afvalzakken nu misbruikt worden voor het verkeerde afval daarin. Dus ik kijk uit naar uw antwoord. Monsieur Pinksteren et puis Monsieur Andichy. Merci, Monsieur le Président. Madame la secrétaire d'État,
en fait, vous donnez l'exemple, puisque à peine mis au rebut, le sac des 80 litres est réutilisé et on lui donne une seconde vie, il est remis en circuit. Alors évidemment, on y perd un petit peu son latin, comme l'a dit ma collègue Madame Masse. On se demande si les raisons qui ont été invoquées pour sa suppression en juillet dernier ont été invalidées d'une quelconque façon pour justifier sa remise en circuit. Par ailleurs, on pouvait lire dans les différentes sorties presse qui ont pu apparaître à la suite de cette décision, une série d'arguments qui étaient de dire que finalement c'était fort utilisé, mais on disait en même temps une série d'arguments qui disaient que ces sacs en fait de 80 litres étaient surtout mal utilisés puisqu'on y mettait un petit peu de tout et pas de déchets et pas que des déchets ménagers. Et donc là, un problème se pose en termes de performance de tri puisque nous avons cet objectif d'atteindre une performance optimale en matière de recyclage, 50% des déchets qui doivent être triés. Donc là, n'y a-t-il pas lieu de se poser une question, à savoir quel signal est donné aux citoyens. Et l'autre volet, évidemment, de la propreté publique, c'est précisément la question de la propreté publique. On apprend que pour mesurer le poids des sacs de 80 litres, qui ne peuvent pas excéder 15 kg, vous allez mettre 10 agents, donc on ne sait pas déjà très bien comment ils vont travailler, mais est-ce que ces 10 agents-là ne devraient pas plutôt être utilisés à veiller à ce qu'il n'y ait pas de dépôt clandestin, à ce qu'on puisse nettoyer convenablement les rues, à ce que le tri soit fait convenablement, plutôt que d'essayer de peser ou supposer des sacs déjà énormes et certainement trop lourds. Je vous remercie d'avance. Voilà. Monsieur Annecy, puis Madame Durcel. Ok, merci Monsieur le Président. Effectivement, Madame la Secrétaire d'État, on vous a beaucoup lu dans la presse et je ne comprends pas pourquoi vous mettez toujours à la poubelle ce qui améliore les conditions de travail des agents de Bruxelles Propreté. Effectivement, un sac poubelle de 80 litres, ce n'est jamais 15 kilos, c'est bien plus, 20 à 25 kilos, et on les voit tous dans Bruxelles courir et arracher ces sacs de plus de 20-25 kilos. Et effectivement, pour la santé des travailleurs, ça nous inquiète fortement. Madame la Secrétaire d'État, pour faire respecter les 15 kilos, vous allez engager des agents pour sanctionner. Effectivement, quand on vous lit dans votre déclaration de politique générale, vous êtes là et tout est misé sur la sanction. Mais pourquoi sanctionner alors que le service n'est pas optimal? Nous, au PTB, on pense plutôt qu'il faudrait améliorer le service. Et effectivement, que les sacs de 60 kg est une bonne idée pour la santé des agents. Et à côté de ça, c'est indispensable d'améliorer le service de Bruxelles Propreté. Et pour les encombrants, là aussi, il y a plein de choses à faire. Le service doit être amélioré. Aujourd'hui, on connaît le service où il faut appeler le 0800 et on vous donne un rendez-vous au mieux dans les 2 à 3 semaines qui suivent. Et il faut rester chez soi de 8h du matin à 20h du soir pour pouvoir se faire récolter ces encombrants. Donc, Madame la Secrétaire d'État, ma question est double. Est-ce que vous comptez revenir sur cette décision de réintroduire ces sacs de 80 litres? Et aussi, est-ce que vous allez continuer sur votre politique de supprimer cette deuxième collecte de sacs de poubelles blancs pour le 1er janvier 2016. Je vous remercie. La parole est à Madame Durcel. Oui, Madame la Ministre, mais je suis un petit peu attristée par la décision que vous avez prise. Bon, c'est avec plaisir qu'on a vu dans la presse il y a une semaine le fait que vous avez inauguré, que vous avez fait la pose de la première pierre du futur site de recyclage de la région bruxelloise, situé près du canal et appelé le Recica. Un signal que je trouve vraiment très positif qui va dans le bon sens, dans le sens de la diminution des déchets, de leur valorisation, de la volonté de leur donner une seconde vie. Bon, de même, on a vu dans la presse une commune bruxelloise qui va également dans le même sens, commune que je ne citerai pas d'ailleurs, la personne qui la représente n'est pas ici, mais une commune qui a décidé de distribuer des poules pondeuses pour diminuer les déchets organiques et en même temps les valoriser. Tout ça, ce sont des bons signes, ça va dans le bon sens. Et c'est pour ça que je voulais vous demander qu'est-ce qui a motivé votre décision d'un petit peu revenir en arrière. Deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre votre décision et la politique qui est menée depuis cette législature par la région bruxelloise qui vise à diminuer les déchets, à aller dans le sens du développement durable? Et enfin, est-ce que vous ne pensez pas que vous donnez un mauvais signal à la population ou à tout le moins, je trouve un signal qui risque de ne pas être bien compris? Est-ce qu'il n'y a pas une information peut-être à remettre là autour? Je vous en remercie.
Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, de me donner l'occasion de répondre à ces 4 questions. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'exprimer effectivement dans la presse, mais je ne pense pas être la seule, Monsieur Ndichi. De categorieën van zaken die zich op de markt moeten bevinden worden bepaald in het ophalingsreglement dat goedgekeurd is door de regering. Et dans ce règlement de collecte, on prévoit 3 différents sacs, 80, 60 et 30. Ça, c'est le règlement qui a été adopté en 2008 et qui est toujours en vigueur. Il n'a pas été changé puisque le gouvernement, en tout cas ni celui-ci, le mien, ni le précédent, ne l'a changé. Alors, 80 litres, ce sont les sacs qui sont utilisés le plus puisque 42% des sacs sur le marché sont utilisés par les Bruxellois, et bien ce sont les sacs de 80 litres. Donc je crois que c'est quand même un signal quand même important que de savoir cela. Et puis, au mois de juillet, Bruxelles Propreté, dans le cadre de son nouveau cahier de charges, a écrit aux différents producteurs de sacs pour demander que l'on travaille sur la solidité des sacs. On sait que les sacs, que ce soit de 80, de 60 ou de 30, sont parfois de qualité médiocre. Puisque le prix du pétrole a chuté, la demande qui a été faite par l'agence, et ça elle peut le faire, c'est vraiment une habilitation qui lui appartient, elle n'a pas besoin du gouvernement pour ça, elle a demandé que l'on travaille sur la solidité de sac, et comme le prix du pétrole est moins cher, elle a demandé qu'on augmente la solidité à travers l'augmentation, on passe de 20 à 30 microns, ce qui rend les sacs plus solides, puis elle a aussi demandé que l'on travaille sur les étanchéités, sur les coutures, si on peut appeler ça comme ça, des sacs pour qu'ils puissent être plus solides. Ça, c'est quelque chose qu'elle fait. Et en même temps, l'agence profite de ce cahier de charges nouveau pour supprimer le sac de 81 litres. Ce n'est pas une décision du gouvernement, c'est l'agence qui dit, par la même occasion dans le cahier de charges, mais donc c'est une décision qui va à l'encontre d'un règlement qui est toujours d'actualité. Et moi je suis juriste, comme peut-être certains d'entre vous, je suis très respectueuse de la réglementation. Un règlement doit continuer à exister s'il n'a pas été modifié. Mais on demande de supprimer le sac de 80 litres. Qui a été informé de cela? Vous? Moi? Non. Les Bruxellois n'ont pas été informés ni par l'agence, ni par le gouvernement, ni par les médias. Quand a-t-on été informé? Il y a quelques jours, la presse, et moi je l'ai appris en fait un peu incidemment, puisque on me dit, tiens, il y a beaucoup de Bruxellois qui se disent qu'il y a une pénurie de sacs, et notamment les sacs de 80 litres. Je m'en suis rendu compte moi-même, puisque j'en suis une utilisatrice, et c'est vrai, ces dernières semaines, dans mes supermarchés, je ne trouve plus le sac de 80 litres. Mais je ne me suis pas posé la question, ça peut arriver qu'il y ait une pénurie. Ok. J'interroge l'agence, elle m'explique qu'il y a eu un changement dans le cahier de charges, et donc j'estime que si le règlement n'est pas modifié, il n'est pas normal que l'on supprime quelque chose, un service qui existe. Je demande donc à l'agence de contacter les producteurs et de leur demander de rétablir quelque chose qui est toujours en vigueur et qui est légalement en vigueur. Donc, de revenir sur la restauration ou la réinstallation de ces sacs dans les supermarchés et donc elle écrit aux producteurs, à Comeos, pour les inviter à remettre cela dans le circuit. Est-ce que ça veut dire que je souhaite qu'on pérennise le sac de 81 litres? Ça, je ne dis pas. Ça fait l'objet de la discussion qu'on va avoir dans le cadre de la réforme sur la propreté publique. C'est vrai qu'il peut y avoir des inconvénients à ces sacs de 81 litres, parce qu'ils peuvent être trop remplis, oui peut-être, mais celui de 60 aussi, vous pouvez mettre 25 kg dans un sac de 60 litres, M. Ndichi, il ne faut pas avoir un 80 litres. Ils peuvent être mal remplis et évidemment se déchirer, oui, alors ça fait très sale. Et puis, c'est vrai qu'ils pourraient désinciter au tri, parce qu'on va se dire, bon, on tape tout dedans. Moi, je ne vais pas aller, Madame Durcel, jusqu'au point de dire qu'on met des déchets, de travaux et des briques et des broles. Non, ça, je ne dis pas, mais tout ça est possible. Donc, moi, j'estime que tous les sacs ne peuvent pas peser plus que 15 kg, parce que ça, c'est dans le règlement de collecte. Ça, il n'y a pas de... Je veux dire, on peut mettre un sac de 30 ou de 60 ou de 80, 15 kilos maximum, M. Ndichi. Pourquoi? Parce qu'évidemment, la santé des travailleurs. Ces travailleurs, ils portent en permanence et quotidiennement 6 tonnes par jour. Alors, c'est sûr que pour leur dos et pour autre chose, c'est vraiment pas bon pour la santé. Donc, j'estime que, par respect des travailleurs, les sacs ne peuvent pas dépasser ce poids-là. Et comment est-ce qu'on peut contrôler ça? Ce n'est pas les 10 agents que j'ai ajoutés aux 30 qui étaient déjà en fonction
qui va changer ça, puisque vous le savez que dans le budget de 2015, j'ai prévu l'engagement de 10 agents constatateurs au niveau du service de verbalisation, qui s'ajoutent à ceux qui étaient déjà là. Et d'ailleurs, j'ai dit que j'en ajouterai encore 30 autres, puisque l'idée, c'est d'en avoir 40 de plus pour pouvoir faire ce travail de constatation de verbalisation. Mais ce que je dis aussi, c'est pas que je vais mettre ces 10 nouveaux gars ou ces 10 nouvelles personnes pour aller faire le constat que les sacs sont trop lourds. Moi, je dis aux travailleurs que s'ils pensent ou s'ils estiment que le sac est trop lourd et qu'il est pesé, mais alors il faudra leur fournir, oui, il y a des balances, M. Ndichi, les balances pour les valises aussi, ça existe, hein, pour peser, eh bien, ils peuvent ne pas prendre le sac. Le sac, ils peuvent ne pas le prendre s'ils ne respectent pas la réglementation. Donc ici, il est inutile de faire une polémique. Je ne fais pas quelque chose, je ne fais pas revenir quelque chose qui était légalement supprimé. Non, non, non. Le règlement, il existe. Il y a 3 différents sacs qui doivent être sur le marché et j'estime qu'il faut les remettre sur le marché tant que l'on n'a pas décidé d'autre chose. Et dans le cadre de la réforme, c'est clair qu'avec la collecte unifiée, avec l'augmentation du tri organique, il va falloir effectivement réfléchir à quels sont les sacs qui vont continuer à être sur le marché. Et cela, on le fera évidemment sur base d'un texte réglementaire et il faudra éventuellement changer le règlement. Pour ce qui relève de Recyca, et c'est Mme Durcel, je pense, qui m'interroge sur ce point, Madame Durcel, c'est clair que ça, c'est quelque chose qui s'ajoute, cet opérateur nouveau qui va permettre de se débarrasser de ces encombrants. Mais jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on mette une machine à laver dans un sac de 81 litres. Donc, je vous rassure, en principe, ce n'est pas possible et ça pèse beaucoup plus que 15 kilos. Donc ici, l'idée, c'est de dire, nous devons respecter les textes qui existent, respecter la santé des travailleurs, et j'estime que ça, il va falloir sanctionner. Moi, M. Ndichi, je n'ai pas de honte avec ça. Je ne suis pas une sécuritaire, hein, vous savez bien. Moi, j'estime que si on respecte les travailleurs, on doit effectivement aussi, en tant que citoyen bruxellois, ne pas commettre d'incivilités. Et ces incivilités, c'est de faire dépasser le poids d'un sac qui ne devrait pas dépasser 15 kilos, même si je trouve que c'est déjà beaucoup. Voilà, pour le reste et au niveau de la réforme, je reviendrai dans quelques semaines parce que pour l'instant, je travaille évidemment et j'analyse les choses par rapport au terrain avec l'agence Bruxelles Propreté et d'autres acteurs qui pourraient avoir une expertise dans ce domaine, pour revenir avec la proposition que je faisais sur une collecte unifiée, mais sur une augmentation des collectes organiques qui permettrait de répondre à toutes les problématiques qui touchent aujourd'hui les citoyens et souvent les citoyens qui sont dans des petits logements. Voilà, Monsieur le Président, c'était ma réponse. Voilà, en réaction dans l'Ordnevromaat. Ja. Dank u wel, mevrouw staatssecretaris, voor uw antwoord. En eigenlijk bevestigt het ook wat wij, en dan spreek ik voor Ecolo en Groen, al denken. Er is een probleem met de werking van Net Brussel. Wij hebben daarom ook een voorstel ingediend om een doorlichting van Net Brussel te krijgen. Want u zegt hier juist van, ik wist van niks. Ik ben bevoegde minister en ik weet van niks. Ik kom van Barcelona, Manolo van Fawlty Towers. Ik weet van niks. Dat kan niet. Hè? Dus u bent minister en zij doen allerlei zaken met consequenties voor de Brusselaar. Dus ik hoop dat u ons initiatief gaat steunen om een serieuze doorlichting te doen van Net Brussel. Wij steken daar ontzettend veel geld in en de output is dat eigenlijk Brussel nog altijd niet proper is en dat wij nog altijd niet de sorteerdoelstellingen halen die Europa naar voren schuift en dat in andere steden wel kan. En andere steden waar dat er eenzelfde socio-economisch mensen met eenzelfde socio-economische achtergrond. Een tweede ding is, u zegt van die witte zakken, daar wordt geen restafval of ander afval, bouwafval ingestoken. Ik zou u graag een keer uitnodigen, mevrouw de minister, om samen met mij op pad te gaan en ik ga u die zakken tonen. Ik kan er u foto's van tonen. De Brusselaars, of bepaalde Brusselaars, of misschien niet Brusselaars, we weten ook niet wie de daders zijn, steken er wel andere dingen in en dus daar moet dringend iets aan gedaan worden. En een derde ding is, u kondigt aan dat u een hervorming van het afvalplan gaat doen. Ik denk dat op zich dat positief is, maar dan vraag ik mij af wie u daar allemaal gaat bij betrekken. Ik hoop dat er een groot debat over komt, want de Brusselaars zijn het beu dat hun stad zo vuil is en dat er veel beter kan afval opgehaald worden. Dus ik kijk uit naar uw afvalplan en wij zullen u daar verder nog over interpelleren. Voilà. Madame la secrétaire d'État, vous êtes juriste, moi je suis écologiste, ça ne vous surprendra pas. Et donc pour les écologistes, ce qui est important, c'est
d'une part, la performance de tri, et donc permettre donc d'arriver à cette performance de 50% de nos déchets recyclés. Et en ce sens-là, comme l'a dit Madame Maas, le fait de maintenir des sacs de 80 litres, pour nous, est un signal dangereux, puisqu'on y met souvent, et on y trouve souvent des choses qui devraient être plutôt à la déchetterie. Et donc, une analyse poubelle existe, elle est réalisée régulièrement par Bruxelles Propreté, et je serais curieux de savoir, mais on y reviendra en commission, si cette analyse poubelle a été faite aussi en fonction des différentes capacités et de contenants et de volume des sacs, pour voir si effectivement ce que vous évoquez, et je suis prêt à vous croire, moyennant que j'ai des arguments et des chiffres, pour voir s'il y a effectivement un problème structurel de mauvais tri, ou bien si les sacs de 80 litres posent problème. Je suis écologiste et je suis aussi attaché à la question de la participation. On constatait quand même au travers de différents articles qu'effectivement la BP avait l'air de dire qu'elle n'était pas au courant, et donc là il y a peut-être aussi une fluidité à rechercher dans les échanges et les décisions qui sont prises entre vos services, vous et votre administration. Écologiste aussi parce qu'on est soucieux de la santé des travailleurs, on l'a évoqué, donc ça c'est un point très très important pour nous. Et enfin écologiste parce qu'on est soucieux du service public. Je ne voudrais pas, Madame la Secrétaire d'État, que le maintien de ces 80 litres soit en fait une justification, où ce maintien se justifie par votre volonté de supprimer un tour de collecte de sacs blancs par semaine. Vous parlez d'une collecte unifiée, j'ai l'impression que c'est plutôt la collecte unique dont vous voulez parler. Pour nous, c'est inacceptable, et je ne voudrais pas que ces sacs de 80 litres justifient encore plus la suspension d'un service public, c'est-à-dire de 2 collectes par semaine. Je vous remercie. Monsieur Andichy. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas juriste, je suis travailleur. Et c'est pour ça que je suis soucieux de la santé des travailleurs. Je suis soucieux de la santé des travailleurs. Et ne me faites pas dire, Madame Fadila Nanan, que je ne suis pas pour le répressif. C'est pas ça que j'ai dit. Comment prendre cette carte du répressif sans améliorer le service? Améliorons le service pour les Bruxellois, donnons une solution aux Bruxellois de jeter leurs déchets convenablement dans les règles, et si les règles ne sont pas respectées, alors oui, le répressif serait là pour remettre les choses dans l'ordre. Donc, Madame Fadila Nanan, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et donc, M. Pixteren l'a bien dit, je pense que vous ne voulez pas revenir sur votre décision sur la suppression de la 2e collecte par semaine. Et je suis désolé, mais on a une pétition qui est lancée, on vous la présentera dans les prochains mois. Et on est là pour mobiliser les Bruxellois contre ce plan qui, pour nous, n'est pas la solution pour améliorer la propreté pour les Bruxellois. Je vous remercie. Madame Dursel. Oui, merci, Monsieur le Président. Voilà, Madame la Ministre, je voudrais clôturer cette intervention en disant que moi, je suis juriste, j'aime beaucoup l'écologie, je suis une travailleuse aussi, et je représente la majorité aussi ici. Donc, je vous remercie quand même pour toutes vos initiatives qui vont dans le bon sens. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une question d'opportunité de ces sacs et je pense qu'on se reverra en commission à ce sujet-là. Je vous remercie. Merci. Je cède maintenant la parole à Monsieur Compagnie pour nous entretenir du secteur des taxis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'entretien en question est bien un problème des taxis. Le secrétaire d'État à la fraude sociale a lancé le mois passé une enquête de vaste envergure. Il est vrai qu'il viserait quelques domaines, quelques secteurs, mais les secteurs par lesquels il a commencé est celui des taximens. Une enquête a été ouverte à travers tout le pays. Et de cette enquête, il en revient que les taximens de Bruxelles sont quand même sérieusement pointés du doigt, accusés de fraude sociale. Car en 2013, il s'avère que le chiffre d'affaires déclaré a été de 19 600 000.
ce qui représenterait 25 € par taxi par jour. Alors, dans cette problématique, la question, ou les questions que je vais vous poser, Monsieur le ministre, sont celles-ci. C'est d'abord nous apporter un éclaircissement sur ce chiffre d'affaires. Ensuite, est-ce que le secrétaire d'État vous a contacté depuis qu'il a commencé cette enquête? Ou, sinon, a-t-il prévu une rencontre avec vous, notre ministre bruxellois? Aussi, je serais tenté, et je suis tenté, de vous demander si vous avez déjà fixé dans votre agenda une possibilité de rencontrer les taximens bruxellois pour parler de cette histoire qui, à mon avis, doit avoir beaucoup de complications dans sa solution. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous avez parlé vous-même d'un problème taxi. Hein, c'est vous-même qui avez utilisé le mot. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. Je pense à la Commission, on a déjà plusieurs parlementaires, je ne me trompe pas vous-même aussi, a reconnu qu'il y a des problèmes. Hein, il y a des problèmes, ils disent parfois de rentabilité, il y a problème de forfait location, qui est travail en noir, il y a parfois problème d'exploitation, il y a des statuts indépendants, est-ce qu'on a eu le salaire minimal, oui ou non? Je crois que tout le monde est d'accord qu'il y a un problème du fonctionnement du secteur taxi qui ne date pas d'hier, qui a longtemps, hein, et je crois qu'il y avait presque une unanimité dans la commission de l'infrastructure dans ce Parlement ici. À juste titre, les taxis ont demandé qu'on agit contre Uber quand elle ne respecte pas les lois. Moi, je suis comme tout le monde qui trouve n'importe qui, riche, pauvre, sur un statut sécure ou moins sécure, tout le monde doit respecter les lois sociaux et fiscaux. Alors, y compris le secteur de taxi. Il y a des gens honnêtes dedans, hein, je crois que vous êtes d'accord avec moi, beaucoup, évidemment, il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui sont un peu moins honnêtes dedans, probablement, hein, vous savez ça sans doute aussi. Et là, je crois pour le secteur, et surtout pour tous ceux qui sont honnêtes dans le secteur, c'est l'importance de clarifier les choses. Les chiffres doivent être clarifiés, ce n'est pas 19 millions, c'est 55 millions si j'ai bien compris le chiffre d'affaires, et il s'agit avec les 19 millions, la cotisation au NSS. Hein, il y a une erreur dans l'interprétation dans le journal. J'ai eu déjà des contacts avec le secrétaire d'État fédéral. On a parlé sur la problématique de fraude sociale fiscale. Et ma position est très claire. Quand il y a des indices, il faut agir. C'est simple. Mais en même temps, et là on le travaille, on est en train de terminer interne dans mon cabinet, dans les semaines qui viennent, on va présenter un plan taxi. Je crois que ça c'est très important, qui va reprendre toutes les actions pour le secteur taxi et on doit le soutenir. Et vous savez que le gouvernement bruxellois a pris hier une décision très importante, c'est-à-dire qu'on va installer un taximètre digital, le plus moderne sur le marché, avec le moins de tracasseries administratives pour les chauffeurs de taxi. Il y a plus de temps, 10 mois supplémentaires pour l'installer, jusqu'au 30 octobre 2015. Ça va donner plus de transparence aux clients aussi et on va moderniser le secteur. Et je crois que cet outil va être très important pour rehausser l'image du secteur taxi, qui est parfois à juste titre mis en cause, mais souvent aussi non à juste titre. Et là, on doit agir. Et je crois, avec ces choses pareilles, c'est mettre les choses claires sur la table, clarifier les choses, et c'est dans l'intérêt de chacun et chacune. Et finalement, un taxi secteur qui est bien modernisé, transparent, et bien pour la mobilité dans cette région. En tout cas, merci Monsieur le ministre. Et comme vous avez quand même cité un chiffre plus réaliste, 55 millions, cela fait quand même plaisir à le savoir. Et puis, je conseillerais à tous mes collègues de temps en temps de plonger dans un taxi, même sur une distance très courte, et écouter le taximène. Je l'ai fait ce matin, c'est ahurissant. Merci. Voilà. J'appelle maintenant M. Diez, qui va
évoquer l'adaptation du dispositif de prime énergie. Madame Frémaux. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous avez évoqué il y a peu le fait de revoir le dispositif des primes énergie. Alors, je sais que ces primes énergie sont extrêmement utiles, qu'il est parfois difficile de s'y retrouver, mais vous avez évoqué le fait de revoir ces primes afin qu'elles soient accessibles à la collectivité, et vous avez évoqué notamment les crèches et les écoles. Ma question était de savoir ce que vous entendiez par le fait de redéployer ce dispositif de manière peut-être plus précise, et sachant que nous sommes dans un budget qui, sauf erreur de ma part, est à enveloppe fermée de 22 millions. Est-ce que vos mesures vont, le cas échéant, peut-être faire en sorte qu'alors les particuliers se voient privés en quelque sorte d'une série de ces primes, et comment allez-vous répartir finalement le budget, et comment allez-vous réorganiser finalement ce principe de prime à l'énergie? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Diliès, vous savez que l'accord de gouvernement est extrêmement clair sur la question, puisqu'il prévoit pour 2016 une remise à plat, d'une part des primes énergie et d'autre part des primes rénovation. Et donc, dans le cadre de ces révisions, on a dit qu'il y aurait une évaluation globale de l'ensemble du système pour voir s'il y avait des effets d'aubaine, comment est-ce qu'on pouvait favoriser plus les locataires. En ce qui concerne les primes énergie, effectivement, j'ai émis l'idée de pouvoir les revoir en partie pour aider au mieux les collectivités. Alors, il y a plusieurs moyens aujourd'hui qui sont à l'étude pour y parvenir. La première, c'est de soit leur réserver une enveloppe fixe, soit une deuxième piste, c'est d'augmenter les primes déjà existantes pour le secteur. Donc pour un même objet, la prime pour les collectivités pourrait être plus importante pour d'autres publics. Ça peut être les châssis, ça peut être les chaudières, soit de créer des primes spécifiques aux besoins du secteur en tant que tel. C'est par exemple l'éclairage dans les écoles, c'est des combinaisons économie d'énergie et l'acoustique. Alors, est-ce que vous me posiez la question de savoir si c'était une incitation à l'octroi de primes pour un secteur en particulier? J'ai dit que ce serait le secteur des collectivités. J'étais en train de regarder un tout petit peu en fonction du boom démographique, là où sont les nécessités. Ils ont des besoins, ces collectivités ont des besoins importants en matière de rénovation. Alors, la question, c'est de savoir si effectivement ça va se faire au détriment d'un certain nombre d'autres publics. L'enveloppe des primes étant une enveloppe fermée, il y aura de facto un rééquilibrage qui va pouvoir s'opérer entre particuliers et collectivités. Et l'idée, en fait, de cette révision, qui est aujourd'hui aux prémices de sa réflexion, c'est de dire que tout le monde peut comprendre à un moment que les moyens des collectivités et des écoles en particulier ne doivent pas partir dans les paiements de leurs factures énergétiques, mais bien dans les missions premières qui sont l'éducation et l'enseignement. Et que l'accueil des plus jeunes enfants aussi au sein de locaux performants et accueillants qui offrent du confort énergétique, qui offrent du confort acoustique doit être une priorité pour tous. Donc voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui par rapport à ce dispositif global de réflexion qui est en cours et j'espère pouvoir venir avec plus de précision avant l'été 2015. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse, sachant que ce sera intéressant à suivre dans la mesure où, on le rappelait, à enveloppe fermée, votre difficulté sera de voir comment ne pas habiller Pierre en déshabillant Paul. Si je puis dire. Paul a été beaucoup habillé. Paul a été beaucoup habillé et Pierre demande à l'être aussi, je le comprends fort bien. Je vous remercie, et pour Pierre et pour Paul. Geef ik het woord aan meneer Cornelis over de tewerkstellingsgraad van de nieuwkomers. Ja, meneer de minister. Gisteren berichtte De Morgen over de studie van de onderzoekers André Rea en de heer Johan Wets van HIVA, André Rea van ULB, over de tewerkstellingsgraad van nieuwkomers. Iedereen kent natuurlijk het belang van de nieuwkomers en natuurlijk voor de goede integratie van deze nieuwkomers in onze maatschappij. Dus vandaar dus ook de tewerkstelling is natuurlijk altijd de beste integratiemotor voor dergelijke nieuwkomers. We kennen de problematiek die ons de voorbije dagen natuurlijk is overvallen.
Maar blijkbaar hebben nieuwkomers in Vlaanderen 90% meer kans op een job dan in Franstalig België, volgens die studie. En de oorzaken zijn dan ook voor de professeuren de betere economische resultaten in Vlaanderen, de grotere graad van verstedelijking in Vlaanderen en het inburgeringsbeleid vooral in Vlaanderen dat eerder op verplichte basis gebeurt. Brussel is, zoals we allemaal weten, in ons land de grootste plek die aan de nieuwkomers aantrekt en ook de asielzoekers natuurlijk. En Brussel is ook voor volle 100% een verstedelijkte regio. Maar Brussel heeft het ook moeilijk om laaggeschoolde werkzoekenden aan de slag te krijgen. En anderzijds kent Brussel nog steeds geen algemeen gestructureerd inburgeringsbeleid. Er zijn wel tal van initiatieven. Nu heeft de minister kennis genomen van deze studie. Heeft hij reeds kunnen weten in hoeverre dat er cijfers concreet voor Brussel zijn met betrekking tot deze studie? Ik dank u voor uw antwoord. Mocht u de minister. Meneer de voorzitter, beste collega. Ik heb deze week, donderdag, via de pers, kennis genomen van de studie Carrers. En ik ben natuurlijk verbaasd geen enkele informatie hieromtrent te hebben ontvangen als Brussels minister van Tewerkstelling. En ik ben geen uitnodiging gekregen aan deze persconferentie. Ik ga uw vraag dus omtrent de specifieke cijfers voor Brussel niet beantwoorden. Ik ga me de studie aanschaffen. Ik ken de titel van deze studie, dat is The Long and Winning Route. I know the single of the title of lyrics of Beatles, The Long and Winning Route to Employment. Maar ik stel u voor mij hier de komende weken over aan te spreken. Voilà, het is de enige informatie, de titel. Het is een mooie titel, hè? Natuurlijk, ik betreur inderdaad samen met u, meneer de minister, dat u als minister van Tewerkstelling hier in Brussel of Stedelijk Gewest niet automatisch dergelijke studies ook naar u toegestuurd krijgt en zelfs eventueel alvorens publicatie er is, dat er toch een tussenkomst of een bemerking... Maar u kan kopen de boek, hè? €10. Dat zullen we doen. Ja, ik zal ook verder natuurlijk in commissie daarover interpelleren en ondertussen zal ik eens de Long and Winding Road beluisteren op onze Spotify. Ik dank u. Voilà, c'est tout à fait compréhensif. Que vous ne sachiez pas, évidemment, commenter une étude reçue dans un délai si court. Alors, voilà. Voilà, alors, Madame Emery. Sur le lancement de la Task Force Emploi-Formation. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Ministre, ce mercredi a eu lieu la première réunion de la Task Force opérationnelle Emploi, Formation, Enseignement. Et donc, conformément à l'accord de majorité qui souhaite une alliance de l'ensemble de ces secteurs pour contrer le fléau que subit notre région d'un chômage très élevé, principalement chez les jeunes, et de relancer l'emploi. Le Conseil bruxellois de concertation économique et sociale, qui actuellement est composé des partenaires sociaux et des ministres régionaux, a été élargi aux ministres communautaires, mais aussi aux acteurs du terrain. L'objectif est bien entendu de créer, de développer des synergies entre l'ensemble des partenaires et les acteurs de terrain. Alors, lors de cette première réunion de la Task Force, 3 groupes de travail ont été mis en piste et 3 groupes techniques d'appui. Et donc mes questions seront les suivantes. Quelles sont exactement les missions de ces 2 types de groupes de travail, de groupes techniques? L'ordre du jour était bien sûr la mise en activité de cette task force, mais est-ce qu'il y a déjà des pistes plus précises qui ont été lancées quant à ces travaux? Et surtout, est-ce qu'un planning a déjà été
décidé. Voilà, Monsieur le ministre. Je sais bien que vous avez ébauché cela hier en commission de l'économie lors d'une séance de questions-réponses, mais vous ne l'avez qu'ébauché et dès lors j'ai souhaité aller plus à l'avant aujourd'hui et je pense que vous serez heureux d'en parler parce qu'hier déjà vous aviez été très heureux de pouvoir exposer les premières lignes. Merci. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, vous faites bien de m'interpeller parce qu'en effet, j'ai 3 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que la déclaration du gouvernemental prévoyait que début janvier, on installe la task force. C'est fait. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elle réunit pour la première fois l'ensemble des partenaires politiques concernés, donc régionaux et communautaires. C'est fait. Toutes communautés confondues. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient vraiment présents. C'est qui est quand même un gage de bon départ. Alors, la task force, c'est un outil, ce n'est pas une structure institutionnelle, en appui du CBCES élargi qui doit se réunir fin février, début mars, et à qui on doit proposer un certain nombre de fondements, conformément donc de pistes, de réflexion, d'axes politiques à développer. Pour ce faire, mercredi, la task force a décidé de constituer 3 groupes de travail et de s'appuyer sur 3 groupes de travail techniques. Les 3 groupes de travail méthodologiques, les thèmes, c'est l'élaboration d'un cadastre de l'offre d'enseignement et de formation, un outil de veille et d'anticipation en matière de besoins du marché du travail et un instrument d'évaluation pour croiser les 2 problématiques précédentes. Les 3 groupes thématiques sont ciblés sur des aspects qui traitent soit du marché du travail, la problématique des stages, la formation en alternance, les pôles formation emploi sectoriels. À côté de cela, il y a aussi les 9 engagements de la stratégie 2020-2025 qui seront, eux, des engagements et des groupes qui seront des chantiers plutôt, qui seront pilotés politiquement puisqu'il s'agit de matières très politiques, la mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse, par exemple, comment est-ce qu'elle se fait, le suivi, la mise en œuvre du plan d'action bruxellois dans la fonction publique, la mise en œuvre de la 6e réforme, l'alliance emploi-environnement, le renforcement des politiques croisées emploi-formation, le renforcement de la formation professionnelle, impact d'enseignement pour Bruxelles, la promotion de l'emploi durable et de qualité et la mise en place d'une communauté métropolitaine. Ces aspects-là seront pilotés politiquement. En termes de planning, pour fin février, début mars, la task force aura dû travailler sur les fondements à soumettre au CBCES élargi qui se réunira alors, et pour juin, le texte de l'Alliance doit être finalisé par la task force pour la soumettre également au CBCES élargi. Madame Emery. Oui, merci, Monsieur le ministre. Donc, je suis heureuse de savoir que tout est sur tout est en route et qu'un planning bien strict a été défini. Donc, on suivra ça avec grande attention. Donc, on peut considérer que pour le mois de juin, on aura des pistes très, très claires pour la suite, ce qui est heureux. On aura des pistes de la task force à soumettre au CBCES élargi et après, on aura évidemment une connaissance pleine et entière des décisions prises au niveau du CBCES élargi, qui, comme vous le dites, réunit les partenaires politiques et les partenaires sociaux. Parfait, merci. Merci. Nous voici arrivés à la fin des questions d'actualité pour ce qui concerne le Parlement. Je propose de clore notre séance, en tout cas la suspendre, mais notre séance plénière du Parlement. En ik verklaar dus onze verenigde vergadering geopend voor de dringende vragen. Et donc, Madame Persoons a transformé sa question en question écrite. Et donc, on peut tout de suite passer à Monsieur Verstraat over het tekort aan plaatsen voor daklozen. C'est adressé à Monsieur Smet et à Madame Frem. Ik weet niet wie dat er gaat antwoorden. Oké. Bedankt meneer de collegevoorzitter, bedankt beste collegeleden. De vraag gaat inderdaad over de winteropvang.
Dus elk jaar opnieuw zien we het fenomeen terugkeren, ongeacht welke meerderheid het is. Zien we het fenomeen terugkeren dat het aantal plaatsen moet toenemen ten opzichte van hetgeen dat oorspronkelijk werd voorzien. De eerste overtuiging die dat bij ons versterkt, of de eerste vaststelling die bij ons daardoor versterkt wordt, is de overtuiging dat de enige oplossing op lange termijn is nog meer inzetten op preventie. De beste oplossing is vermijden dat er winteropvang nodig is. Natuurlijk, dat is een ander debat, dat gaan we zeker nog kunnen voeren. Waar het hier over gaat nu op de korte termijn is, zolang dat die preventie er nog niet voldoende is, hoe kunnen we het geregeld krijgen om die winteropvang op tijd op te trekken? En dus hier gaat de vraag over. Deze week verschijnt in de pers een verklaring van de woordvoerder van SAMU Sociaal dat het aantal plaatsen zijn limiet bereikt, dat de capaciteit verzadigd is en dat er reservaties geweigerd zijn moeten worden, omdat er een verzadiging is. En dus de vraag zou gesteld zijn aan de bevoegde ministers om de capaciteit te verhogen naar minstens 1000 plaatsen. Nu is de vraag, hebt u inderdaad zo'n vraag ontvangen? Wanneer kunnen we een beslissing verwachten op dat punt? En ook over het mechanisme, wat ik niet helemaal goed begrijp, is er was eerder aangekondigd er zullen 1200 plaatsen gecreëerd worden, 1241. En hier wordt er gezegd, we zitten nog niet aan 1000, we zijn verzadigd, we moeten toestemming vragen om meer te creëren. Ik begrijp niet goed waarom dat niet ineens kan opgetrokken worden als dat nog niet aan dat verwachte maximum zat. Dus graag uw antwoord, dank u wel. Meneer de minister. Dank u, meneer de voorzitter. Ik denk dat u zal gemerkt hebben dat dit de eerste winter is, in tegenstelling tot de voorbijgaande jaren, dat er geen publiekelijke confrontaties zijn tussen een regering, een Verenigd College en de stad Brussel. Toen u nog in de regering zat, was dat wel het geval. Toen was er de laatste winters telkens problemen en beddentekort. Het zal u niet ontgaan zijn, hoop ik, dat dit deze keer niet het geval is. Wij hebben inderdaad, collega en ikzelf, samen met de verschillende actoren gezorgd dat het deze winter anders ging verlopen. Is het perfect? Nee. We hebben niet op een paar maanden tijd alles kunnen oplossen en dat er structurele oplossingen moeten komen, ook de sector moet hervormd worden. Daar zijn we het absoluut mee eens en dat we daar nog werk voor hebben. We hebben op dit moment 201 bedden structureel. We hebben 670 bedden voor de winteropvang. Daarboven hebben we nog eens 120 bedden voor families. Dat betekent dat we 1091 bedden hebben. Dat we bovendien ook nog altijd een metrostation hebben, dat wanneer er echt nood is, we binnen de 3 uren kunnen openen. Dat is een dispositief dat we hebben uitgewerkt. We waren ook een beetje verbaasd we hebben ondertussen begrepen hoe het tot stand gekomen is, dat een medewerker van een dienst die het coördineert iets gezegd heeft, maar je weet hoe dat gaat, dan wordt dat opgepikt en men verstaat dat dan een beetje verkeerd. Men heeft ons de vraag gesteld of wij bereid waren om bijkomende middelen te geven. Dat moesten ze eigenlijk niet stellen, want ze wisten het antwoord daar al op. En binnen de 3 uren was het oké gegeven. Binnen de 3 uren. Vroeger was dat 3 maanden, nu is dat 3 uren. Dat zegt men mij, ik weet het niet en ik hou me ook niet bezig om daarna te kijken. Maar nu is het 3 uren. En op dit moment kunnen mensen die opgevangen moeten worden, opgevangen worden. Het klopt, het is nu koud. Dat er de afgelopen dagen momenten waren dat de bezettingsgraad tussen de 96 en bijna 100% was. Als ik me niet vergis, toen men zei er is een tekort, waren die nacht nog 70 plaatsen vrij. Dus ja, alles is relatief. Dus wij volgen dit zeer goed op. Kunnen wij uitsluiten dat er niemand in de kou op straat is? Nee, dat is ook niet onze verantwoordelijkheid, want we hebben een operator, namelijk de SAMU Sociaal, die samen met de OCMW's moet zorgen dat het in orde is. U mag nooit vergeten dat de winteropvang in eerste instantie een opdracht van de OCMW's is. En dat er een SAMU Sociaal is die dat uitvoert en waar wij bijkomende middelen geven om die opdracht te kunnen uitvoeren. Bovendien heeft ook de federale overheid, mag ook gezegd worden, dat we in deze met de federale overheid goed samenwerken. Goed samenwerken. In tegenstelling tot de voorbijgaande jaren werken we nu goed samen. Dus met andere woorden samengevat, er zijn op dit moment voldoende bedden. Blijkt dat er in de komende koude dagen extra nood is aan warme opvang, dan zal die warme opvang ook voorzien worden en dat kan in een metrostation
dat in principe binnen de 3 uren geopend moet kunnen worden. Maar ik ben het met u eens, of wij zijn het met u eens, de komende jaren zullen we de aanpak van de daklozen op een structurelere manier moeten aanpakken. En het is de wil van dit Verenigd College om dit ook effectief te doen. En we hopen dat we dat ook samen met u kunnen doen. Oké, dank u wel voor uw antwoord. Ik ben tevreden met het laatste wat u gezegd heeft, dat u inderdaad ook de wil hebt om het preventieve luik te versterken, de structurele aanpak, de principiële of de belangrijkste aanpak te maken. Daar zitten we zeker op dezelfde golflengte. Voor wat u gezegd heeft, de vergelijking met het verleden lijkt mij meer als dat we in een situatie van een continuïteit zitten. Er is altijd laten we zeggen, een uitdaging geweest om een voldoende aantal plaatsen te realiseren. En dat is altijd kantje boord, dat is altijd een beetje zoeken tot op het laatste moment, maar dat is tot op heden altijd ook gebeurd. En ik denk niet dat dat een grote verandering is ten opzichte van het verleden. Het is misschien niet altijd in een even sereen klimaat verlopen, dat is iets anders, maar het resultaat is volgens mij gaat in een soort van continuïteit. En de grootste uitdaging blijft inderdaad dat we geen mensen in de kou laten staan. En daar heb ik begrepen dat er toch een soort procedurele complexiteit is die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld de reservaties hier zijn geweigerd, terwijl het inderdaad, zoals het u aangeeft, dat er toch nog plaatsen vrij waren, omdat er een groot aantal wegblijvers zijn die eerst te reserveren dat toch niet komen. Dus het is misschien zinvol om daar ook nog eens naar te kijken hoe dat kan vermeden worden. Dank u wel. Merci. Alors, mevrouw Daan. Betreffende de invoering van een inburgeringstraject in Brussel. Goedemiddag. Er werd vandaag al gesproken over de studie van Careers, waaruit blijkt dat nieuwkomers in Vlaanderen 60% meer kans hebben op de werkstelling dan in het Franstalig deel van België. Nu, dat zou onder andere te wijten zijn aan het feit dat er in Vlaanderen al sinds 2004 een verplicht inburgeringstraject is, dat niet alleen ook taallessen heeft, maar ook wel lessen maatschappelijke oriëntatie en begeleiding naar werk. Nu, in de beleidsverklaring van de GGC werd het engagement genomen om ook in Brussel een inburgeringstraject verplicht te maken. Nu is mijn vraag, wat is de stand van zaken in het kader van de wettelijke initiatieven in zaken de verplichte inburgering? En is er al meer duidelijkheid over wat verplicht gaat zijn in het kader van de GGC? Namelijk, gaat het enkel zijn over taallessen of gaat die verplichte minimumkader van het inburgeringstraject ook een ondersteuning naar werk impliceren en ook vakken zoals maatschappelijke oriëntatie? Dank u wel. U weet dat wij een coördinatiebevoegdheid hebben en dat voor de eigenlijke uitvoering ervan bevoegdheden van de gemeenschap zijn. De Vlaamse gemeenschap, de Franstalige gemeenschap, die dat weliswaar aan de Kokhof heeft gedelegeerd. En dat dus een beetje afhankelijk is van het aanbod dat die verschillende gemeenschappen doen. Het klopt dat de Vlaamse gemeenschap al veel eerder met een Brussel vrijwillig inburgeringstraject is begonnen. Het is niet verplicht, maar vrijwillig hier, in Vlaanderen verplicht. Dat de Franse gemeenschap daar nu ook over nadenkt. Ik heb begrepen dat de minister-president, die ook voorzitter van het Verenigd College is, daar binnenkort meneer Bourgeois, u zeer goed gekend, zal ontmoeten om daar opnieuw over te praten. En op basis daarvan zullen wij dan verder een standpunt innemen in welke mate en hoe ruim dat zal gaan. Dus in vergelijking met wanneer de vraag vorige keer ingesteld is, is er nu een gesprek gepland tussen beide minister-presidenten daarover. Ja, dus er is dus zelfs geen vooruitgang over de verplichting. Gewoon het principe dat inburgering verplicht zal zijn, daar is zelfs nog geen... Gesprekken lopen naar. We hangen daar af van de Kokhof ook. Ja. Van de Kokhof. Oké, dank u. Voilà. Madame Uiterbroek. Over de fusie van de gemeenten sur la fusion des communes et des CPS en Flandre. Et qu'en est-il de Bruxelles? Oui, qu'en est-il de Bruxelles? Bonjour, monsieur
et Madame les ministres. Donc on a beaucoup parlé. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé en ce début d'année des CPAS, ce qui n'est pas coutumier. On en a beaucoup parlé parce que d'abord des mesures qui avaient été prises par le gouvernement fédéral précédent vis-à-vis de toute une série de chômeurs vont évidemment avoir des répercussions très bientôt, étant donné l'exclusion de toute une série de ces chômeurs, demandeurs d'emploi. Et ça portera évidemment à conséquence sur les budgets des CPAS. Alors, je ne vous interpelle pas là-dessus, mais je veux vous interpeller sur le fait que cette semaine, en Flandre, a été décidé, ce qui était déjà dans le pipeline en Flandre, une fusion commune CPAS, avec principal argument le fait de rationaliser certaines dépenses structurelles. Alors, je voulais savoir, parce que j'ai entendu qu'il y avait le ministre Furlan en région wallonne qui avait donné sa position, je voulais savoir du côté de Bruxelles, s'il y a eu des contacts ou si vous avez participé à une conférence des présidents de CPS sur la question, et savoir s'il ressort de cette discussion avec la conférence des présidents de CPS, s'il y a une position commune entre le collège et la conférence des présidents concernant une position similaire à celle de la France Flandre par rapport à une fusion. Et d'autre part, dans votre déclaration gouvernementale, il y avait des pistes et vous évoquiez néanmoins, sans parler de fusion, en tout cas des mesures de mise en commun pour diminuer les dépenses structurelles entre les CPS bruxellois. Voilà, je voulais savoir donc, puisque c'est vraiment un sujet qui est aujourd'hui sur la table, ce qu'il en est ici en région bruxelloise quant à votre position. C'est Madame Frémaux ? Oui, c'est Madame Frémaux qui répond, Monsieur le Président. Alors, Madame Heutebrück, j'ai eu une interpellation de Monsieur Colson, je le cherche, voilà, sur le sujet assez longuement en commission le 3 décembre dernier, durant laquelle j'ai confirmé le fait que la fusion des communes et des CPS n'était pas du tout envisagée à Bruxelles et qu'il n'y avait donc pas de débat à avoir sur le sujet avec les CPS. Monsieur Furlan, en fait, lui, ne réaffirme qu'une position qui était dans la déclaration de politique régionale wallonne. Ceci dit, il y a de nombreux contacts, comme vous pouvez l'imaginer, avec les CPS, notamment avec la conférence des présidents. Et mon collègue Pascal Smet et moi-même avons été invités par la conférence des présidents fin octobre dernier. Donc tout le monde est au courant que la question de la fusion n'est absolument pas envisagée. Et il y a une position commune sur le sujet. Maintenant, vous le savez par vous-même, qu'il y a énormément de synergies qui peuvent exister entre les CPS et les communes. Il y en a déjà certaines qui opèrent des synergies. Et les pistes pour encore améliorer ces synergies et de les rendre beaucoup plus efficientes aussi par la suite, bien que ça doit être fait strictement dans le respect des missions de chacune, vont être examinées tout prochainement dans un groupe de travail qui démarre entre nos cabinets respectifs, entre des représentants de la conférence des présidents, de la section CPS, de l'association des villes et des communes de Bruxelles-Capitale et l'association des secrétaires. Et il est demandé par le ministre Smet et moi-même de pouvoir avoir des conclusions générales sur ces possibles synergies entre communes et CPS avant les vacances prochaines. Donc je vais vous tenir au courant évidemment de celles-ci et des propositions qui seront mises sur la table. Donc merci pour les réponses. Et donc vous parlez de synergie donc, entre communes et CPS et peut-être aussi synergie entre différents CPS de la région bruxelloise, peut-être pour rassembler certaines dépenses ou centraliser certaines choses. Donc c'est tant entre les CPS que CPS communes. Ok, merci. Voilà. Il y a un sujet vieux comme la région, au même titre que les nouvelles délimitations des frontières communales. C'est un sujet qui... Bien, nous restons... J'ai un avis, mais expansionniste.
Alors, wij blijven in vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Gezien dat ik een reeks informatie moet u mededelen. Dus ten eerste voor wat de samenstelling van de commissies betreft. Dus de Groen-fractie heeft mij op de hoogte gebracht van een wijziging in de samenstelling van de commissie Gezondheid en Sociale Zaken. Dat betekent dat meneer De Lille plaatsvervangende lid is geworden. Et le MR m'a fait part aussi d'une modification de sa représentation. Donc à la commission de la santé, Madame Jacqueline Rousseau devient membre effectif et Monsieur De Wolf devient membre suppléant, et cela à la commission de la santé. Monsieur De Lille étant membre suppléant dans les deux commissions. Voilà, nous en avons fini pour l'Assemblée, donc met de vergadering van de gemeenschapscommissie. En ik stel u voor dat wij onze werkzaamheden dus in het Brussels parlement hervatten. Et maintenant, nous allons entendre Monsieur le ministre Smet répondre. J'ai réouvert le réunion du Parlement bruxellois. Et maintenant, oui, viens ici. Ah oui, tu réponds à un débat. J'écoute le président. Voilà. Dames en heren, mesdames, messieurs, ik denk dat iedereen gelijk heeft dat het dossier van de RER een dossier is waar heel wat consensus over is. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te onderstrepen. En ik denk dat we ook best proberen vanuit Brussel meerderheid en oppositie dat te overstijgen en gezamenlijk dat dossier ter harte te nemen. Ik wil eerst zeggen dat het dossier van de RER meer is dan enkel en alleen maar infrastructuur, sporen aanleggen. C'est beaucoup plus que ça. Il y a des gares qu'il faut prévoir. Il y a l'intégration tarifaire qui est essentielle. Il y a aussi tout le marketing qui est très important. Il y a encore un grand chemin à faire pour mettre en valeur l'offre qui pourrait être là et l'offre qui est déjà là. Het dossier van de RER is dus veel meer dan alleen maar sporen aanleggen. Daar ben ik het 100% mee eens. Het klopt, zoals meneer De Wolf zei, en ik heb het zelf denk ik ook hier op de tribune al gezegd, dat het dossier van de RER lijkt op een beetje monster van Loch Ness. Dat er soms is, waar iedereen over spreekt, maar niemand ziet. Ik denk dat we dat dossier dus vanuit hier gezamenlijk moeten behandelen. En meneer De Lille, u hebt gewezen, ja, mevrouw Dural was er en toen ging het en zijn de anderen gekomen. Ik denk dat dat een zeer steriele discussie is. We zouden het kunnen hebben over de laatste 5 jaar, wat is er allemaal gebeurd, niet gebeurd. Maar niet zoveel. Wat helpt ons dat vooruit? Wat helpt ons dat vooruit? De SPA zat toen wel in de federale regering. Het is daar dat het moet gebeuren, niet in Brussel. Luister, ik ga zeggen. Elke partij, of het nu Ecolo, of het nu Groen is, of het nu MR is, VLD is, PS is, SPA is, CDA is, CD&V is, elke partij wordt met hetzelfde geconfronteerd. Ook in uw partij. Dat is dat we hier het allemaal over eens zijn over de noodzaak, maar op het moment dat op federaal niveau geld verdeeld moet worden, Vlaanderen en Wallonië zeggen wij hebben ook ons deel. Dat is zo. En je moet dat niet ontkennen. Dat is met elke partij. Je kan dat proberen te ontkennen en proberen daar een spel van te maken, meerderheid oppositie. Dus als we duidelijk merken dat ik dat nee, maar dat niet is een spel dat u er nu van aan het maken bent. Ik denk dat Groen en zelfs Ecolo op federaal vlak altijd de verantwoordelijkheid hebben genomen. En dat we de enige zijn die consequent rechtdoor zijn gaan. Iets anders dan wat dat u doet. Dit is een dossier. Dit is een dossier dat we vanaf nu op een andere manier moeten aanpakken. Et tous les partis,
néerlandophones, francophones, et si vous le voulez entendre ou pas, ont une responsabilité dedans. C'est si simple. Mais maintenant, je crois que tout le monde ici a quand même le sentiment que, quand le 2030 est sorti dans la presse, que ça devient un peu ridicule. Hein? C'est déjà ridicule. Mais le 2030, c'est le ridicule absolu, si on doit attendre jusqu'à ça. Alors, on doit avancer maintenant. Il y a un problème objectif au niveau fédéral. Et je veux, Monsieur le Président, une fois clairement dire où est le problème avec le RER et qui va compliquer la vie dans les mois qui viennent. Peut-être pour nous un peu, mais aussi pour le fédéral. Vous le savez lequel? Pourquoi il y a un problème de déployer le RER ici? C'est que dans la manière que la politique ferroviaire et la manière que la dette SNCB est consolidée, il y a un grand problème. C'est que pour chaque arrêt qu'un train fait, et pour le RER, il doit faire beaucoup des arrêts, la SNCB doit payer de l'argent à Infrabel. Et beaucoup de l'argent. Et autant plus que tu fais des arrêts, des stops à Bruxelles, la SNCB doit payer à Infrabel. C'est un organisme fédéral qui paie à un autre organisme fédéral, mais ça a des conséquences énormes, puisque les trains qui n'arrêtent pas sont beaucoup moins chers que les trains qui s'arrêtent. Là, il y a un problème financier de 2 à 3 milliards pour le budget fédéral de déconsolidation. Là, il y a un vrai nœud. D'ailleurs, le gouvernement fédéral actuel a reconnu, quand on lit très bien leur déclaration, hein, c'est dedans, il faut le décoder, ce qui est dedans, on lit dedans, il y a un problème là-dessus à résoudre au niveau fédéral. C'est le grand défi qu'on doit faire. Évidemment, quand moi j'ai lu dans le journal qu'il y avait question de 2030, j'ai immédiatement écrit une lettre à Mme Galland. J'avais déjà rencontré Mme Galland, très peu après son serment. J'ai rencontré tout le monde à SNCB déjà aussi, avec le clair message que ici pour nous Bruxelles, RER est très important. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'elle était convaincue de ça aussi. Immédiatement après ce qui est arrivé dans la presse, j'ai écrit à Mme Galland en disant « Je pense que c'est quand même utile qu'on se voit de nouveau pour clarifier les choses. » Je dois dire les choses comme elles sont. 2 jours après, son cabinet a pris contact avec mon cabinet. Ils ont souhaité assez rapidement une réunion. La réunion s'est tenue le 5 janvier. Et bientôt, je vais la rencontrer de nouveau. Et la démarche que moi je vois, c'est maintenant qu'il y a une opportunité. L'opportunité est que, dans les mois qui viennent, en début 2016, la SNCB va revoir son plan de transport. Et en 2017 déjà, il y a un nouveau plan de transport qui doit être mis en vigueur. Et là, il y a une opportunité. Et je pense que Bruxelles, majorité et opposition, puisque pour moi, le RER est un dossier qu'on ne doit pas jouer les jeux qui sont parfois joués ici, mais c'est un dossier typique où majorité et opposition ici pourraient, de Bruxelles, j'arrive tantôt, avancer le dossier là-dessus. De se présenter en front commun, puisque de nouveau, ce n'est pas facile hein, pour les Bruxellois ici vis-à-vis de leur parti maire, et de nouveau pour chaque parti, c'est comme ça. Hein. Il ne faut pas des veaux vierges dans ce dossier ici. Hein. D'ailleurs, un faux vierge n'existe pas. Allez, je ne pense pas. Sauf dans certaines religions, peut-être. Hein. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais essayer, on va voir si on arrive, de faire un pacte avec le fédéral. Pour dire, écoute, on est d'accord, 2025, c'est quand même la date ultime. D'abord, il faut clarifier qu'est-ce qu'on entend sur RER. Puisque j'ai réétudié le dossier entre-temps, on ne doit plus parler de RER. Hein. Ce n'est pas un RER type parisien qu'on a maintenant. Hein. C'est un modèle de Deutsche S-Bahn, Stadtschnellbahn. Hein. C'est ça ce modèle. C'est déjà mieux qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas le modèle de RER parisien. Il faut être les choses claires. Ça, j'ai compris qu'on est là. Mais bon, ça, c'est en tant que pas encore trop grave non plus, quand le rythme et la fréquence des trains est assez élevée, on ne va pas mourir nécessairement de ça non plus.
Alors, clarifier ça. Ça veut dire que dans ce nouveau plan de transport qui va arriver, sur l'infrastructure existante, on peut déjà laisser rouler beaucoup plus de trains. Là, le vrai enjeu se joue maintenant. Évidemment aussi continuer l'infrastructure et terminer ça. Il y a tout le débat de boucle à Bruxelles. On doit remettre, et je peux constater que SNCB pas assez convaincu, oui, le Nord-Sud, il est là, mais vu les finances de l'État fédéral et leurs dernières idées sur la réalisation du Nord-Sud, je ne pense pas que ça va être un levier utile, puisqu'ils vont dire « Ah, vous ne voulez pas le Nord-Sud, nous ne voulons pas le RER », et ça va encore leur arranger. Hein? Donc faire un peu attention en choisir ses armes. Mais je pense que le boucle est aussi très important pour voir dans les petits peu d'investissement encore à faire de réaliser. Alors, essayer d'avoir un pacte avec le fédéral, on va essayer. Je ne veux pas dire qu'on va arriver, mais j'ai entendu M. De Wolf aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas négatif. Hein? Je pense que majorité, opposition doit essayer de le faire sur tous les aspects. Continuer l'investissement dans l'infrastructure, développer des stations, donner une identité aux stations, une visibilité aux stations, continuer avec l'intégration tarifaire et finalement, après 12-15 ans, aboutir. Hein? Aboutir, c'est moi qui ai commencé encore en 2008, c'est vraiment la négociation, je pense. Allez, on va quand même essayer maintenant de nouveau le terminer de ça et arriver à un accord. Faire un marketing autour de ça. Et là, on peut avancer. Alors, on va se voir de nouveau. Et avec ce pacte, on peut parler sur un planning. Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on n'attend pas. Et faire en sorte qu'on peut avancer dans le dossier. Plus culpabiliser, mais essayer d'avancer dans le dossier. Il y a la question de l'argent. J'ai compris de Mme Galland qu'elle veut le clarifier aussi. J'entends 500 millions d'euros. Évidemment, je peux dire facilement, on sait que l'État fédéral dépense chaque année 4 milliards et 100 millions dans les voitures de société. Si on fait ça un petit peu moins, on peut quand même facilement trouver les 500 millions et le problème est résolu. À prendre. Une offre, c'est assez facilement résoudre le problème, même que c'est un peu plus compliqué, mais quand même, je pense qu'il y a des moyens, mais on doit voir. Alors, je ne suis pas ici sur la tribune d'attaquer Mme Galland, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas non plus culpabiliser, puisque tout le monde ici a un parti qui, à un certain moment, des responsabilités et confronté avec tous les mêmes problèmes dans les partis comme ça. Maintenant, Monsieur le Président, et on va faire des démarches, je vois que le président de la commission de l'infrastructure est là pour voir avec lui comment, et avec vous évidemment aussi, mais avec tout le monde, comment on peut avancer dans ce front commun et faire en sorte qu'on peut avoir des objectifs communs. Pour le moment, j'ai le sentiment que les choses ne sont pas claires pour le moment au niveau fédéral. Je pense aussi, puisqu'il y a des partis que je n'ai pas encore parlé, le NVA aussi, est-ce qu'ils veulent investir, oui ou non? Et je suis d'accord avec ceux qui ont dit aujourd'hui, c'est quand même ridicule de commencer de développer, de penser un RER autour d'Anvers et Liège, quand celui de Bruxelles n'est pas encore réaliste, ou réalisé. Là, je suis d'accord, il ne faut pas faire ça, et j'espère aussi que ce message est pris au niveau fédéral dans ce dossier-là. Alors, le gouvernement bruxellois a décidé aussi, pas seulement de continuer la voie de discussions bilatérales, mais aussi de mettre le poids au comité de concertation, où quand même l'organe où tous les gouvernements se rencontrent pour pouvoir avancer le dossier et clarifier les choses. Il y a des questions qui sont posées sur le parking de transit. Juste titre, on va voir avec la Flandre principalement comment ils sont prêts de réaliser. J'ai entendu mon collègue flamand dire au Parlement flamand qu'il n'était pas contre, mais je n'ai pas l'impression qu'il était très... Ça, il faut peut-être lui pousser un peu, de le construire autour des gares ferroviaires. Nous, à Bruxelles, vont construire des parkings, mais là aussi, je pense, à Bruxelles, on doit arrêter de parler de parking de dissuasion. Puisque un parking à Bruxelles n'est plus un parking de dissuasion, ils sont déjà à Bruxelles. C'est plutôt un parking autour d'une station de métro, qui peut être élevé.
Il y a le dossier de Sirakovi, par exemple, qui avance maintenant de 200 places, 800, 1200, qu'on peut arriver. Ça a un sens. Comme il y a des autres endroits, et on a fait la liste maintenant, on a identifié tous les endroits dans la ville, région où on peut construire des parkings autour des stations. Il y a des autres opportunités qui peuvent se présenter à l'avenir, et on va voir, et on va faire notre responsabilité et trouver de l'argent pour réaliser ça à Bruxelles. Je pense que c'est bon qu'on donne ce signal pour mettre la pression aux autres régions de le faire aussi. Alors, pour le moment, je pense qu'on a un dialogue avec le fédéral. On ne doit pas être naïf. On ne doit pas être naïf. Ça ne va être pas facile. Mais la seule manière de réaliser, et peut-être d'arriver quelque part, c'est qu'on fait ça ensemble, que majorité, opposition, bruxellois, et je pense que c'est Philippe Claus qui a suggéré ça dans son intervention, qui était bonne, qu'on fait ça ensemble avec une voix claire et unie. Mais ça peut être fait seulement à une condition, qu'on arrête de jouer wie de Zwarte Piet heeft. Hè? Want als we dat spel beginnen, gaan we in het dossier geen stap vooruit zetten. Dat is plezierig om misschien te zeggen, ik heb het eens goed gezegd, maar je hebt Brussel niet vooruit geholpen. Hè? Je gaat niet vooruit helpen. Ik wil het nu proberen om het vooruit te helpen in een constructieve sfeer. Daar zitten we nu in. En we gaan zien hoe ver we komen. Lukt het niet, dan zullen we misschien andere middelen moeten gebruiken. Maar op dit moment kan ik niet zeggen dat er onwil is bij mevrouw Galan op het federaal niveau. Dus laat ons dat gebruiken. Geen garantie om te lukken, maar misschien lukt het. We zullen zien en laat ons de opportuniteit zien. En ik heb de reactie gezien bij de partij die hier zit, waar mevrouw Galan uitkomt. Ik denk dat we daar kunnen proberen om ook in samen te werken en vooruit te gaan, wat is uiteindelijk het enige wat telt. Dank u wel. Bien. Je crois qu'on peut clôturer. Non, parce que Madame Delforge... Ah oui, mais je n'avais pas vu que vous agitiez. Et donc, à juste titre, il est normal que vous réagissiez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je trouve très sympathique votre discours sur le marketing, mais enfin, allez expliquer ça aux gens qui n'ont plus qu'un train par heure pour se déplacer dans Bruxelles. Mais oui, vous dites, on est tous d'accord, il faut développer le marketing autour de l'offre qui existe déjà. Vous avez commencé comme ça, je vous suis. Et donc, franchement, là, je suis un peu déçue parce que on sait bien que notre premier souci ici, c'est d'avoir des trains qui roulent sur des infrastructures qui existent. Et donc, on peut faire tout le marketing que vous voulez, vous savez. Venez avec moi dans certaines gares, expliquer aux gens qui n'ont plus qu'un train par heure ou qui n'en ont plus du tout pour certaines liaisons, qu'ils sont mal informés. Non, ils sont malheureusement très bien informés. Il n'y a plus moyen de relier certaines partie de la ville, alors quand vous dites tous les partis ont participé, etc., je trouve que c'est extrêmement confortable quand même comme position. Je rappelle, puisque vous dites un des problèmes c'est la redevance que la SNCB doit payer à Infrabel, eh bien oui, si on avait fait le choix sous le gouvernement précédent fédéral, c'est pas Groen, c'est pas écolo. Hein. Nous, on s'est battu contre de faire une seule entité. Ce problème n'existait pas. Et il n'y a pas que Groen et écolo qui l'ont dit. Les syndicats l'ont dit. Il y a eu assez d'acteurs pour le dire. Donc, ne venez pas dire tous les partis. Ça n'est pas vrai. Moi, je veux bien endosser des responsabilités, mais pas celles que nous n'avons pas prises. Donc, ça, c'est une chose. Je veux bien faire front commun, mais dans la bonne foi. Autre chose, Monsieur le Ministre, évidemment, vous devez aller discuter chiffres avec le fédéral. Je vous concède que c'est méritoire de votre part d'aller demander des chiffres à Madame Galan, mais ça, tout le monde le sait. En attendant, Monsieur le Ministre, au-delà de cette, j'ai envie de dire, de cette activité normale, puisque Bruxelles a des demandes depuis toujours, Bruxelles a déjà voté 10 000 résolutions sur le RER, Bruxelles a déjà dit au fédéral que franchement on était mal servi, on n'est pas content, mais on sait quand même que ça ne suffit pas. Ça n'empêche pas les retards de s'accumuler. Et donc, au-delà de ces démarches normales dans lesquelles nous vous soutiendrons évidemment pour réclamer le RER, nous, on réclame quand même une action un peu plus proactive qui tient compte de la réalité. Arrêtons de vivre dans cette fiction. Manifestement, on n'est pas à l'abri d'un nouveau report. Si le fédéral nous dit on s'en fiche, eh bien, on est gros gens comme devant. Et donc là-dessus, Monsieur le Ministre, je vous ai posé une série de questions auxquelles vous n'avez en fait pas répondu. Est-ce qu'on va continuer à développer des plans pour le futur avec les investissements qui y vont ?
qui intègre le RER tel qu'on nous l'a présenté, alors que moi je suis désolée, je ne vois aucune certitude quant à la réalisation de ce RER. Est-ce qu'on va continuer à planer sur des extensions de métro jusque Grand Bigard en parallèle d'une ligne de chemin de fer qui existe? Il ne lui manque que les trains, on va aller claquer des milliards pour faire du parallèle. Donc ça aussi, Monsieur le Ministre, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce qu'à un moment donné, on se met en position de force là-dessus? Est-ce qu'on recentre un peu notre offre sur la réalité en disant à la SNCB, en disant au fédéral, on arrête de prendre en charge ce que vous ne prenez pas en charge? Et là-dessus, je ne vous ai pas entendu. Néanmoins, vous pouvez évidemment compter sur nous dans un rôle d'opposition constructive pour faire front commun, pour réfléchir à des demandes bruxelloises. Je n'ai pas entendu par ailleurs que si vous alliez ou non faire une évaluation du plan transport. Donc voilà, là-dessus, on sera là pour participer à l'élaboration de demandes, mais ne nous demandez pas quand même de nous asseoir tout à fait sur votre position et sur le passé non plus d'ailleurs. On continuera à réclamer par ailleurs aussi la mise en œuvre, parce qu'un plan de transport suffit pour ça, d'un REB, parce que ça ne nécessite ni moyens d'infrastructure nouveaux immédiatement, et que ça permettrait d'améliorer mais drastiquement la mobilité à Bruxelles. Je vous remercie. Merci, madame. Monsieur Claus, c'était le deuxième. Non. Je ne vais pas faire du tout très long. Je crois qu'il faut saisir la main tendue par le ministre. Je crois qu'une plateforme, en effet, je rejoins complètement ce que le ministre a dit, ça ne sert à rien de jouer au ping-pong là-dessus. Il y a des objectifs assez clairs et assez unanimes. Ça a été dit par ma collègue Delfort sur le nombre de résolutions qui ont été votées. Il y aura toujours des différences à la marge, mais je crois qu'un ministre qui propose d'ouvrir à l'ensemble des partis, à mon avis, le débat, c'est une chose qu'il ne faut pas laisser passer. Voilà. Nous poursuivons notre ordre du jour et maintenant nous allons devoir voter. Dat is een geheime stemming voor de aanwijzing van 2 vaste leden en 2 plaatsvervangende leden voor het Interfédéral Centrum voor Gelijkkansen. Donc, ce sont les membres effectifs et suppléants, 2 chaque fois, pour le Centre pour l'égalité des chances. Alors, on est enfin parvenu à vous proposer des candidats de manière à satisfaire, vous le savez bien, à ce que chaque membre effectif a un suppléant du même groupe linguistique et du même sexe qui le remplace. Et donc, on va faire l'appel nominal pour le vote. Voilà. Vous vous tenez prêts? Bulletin arrive. Ils sont en cours de distribution, je crois, oui, voilà. De heer Foitaider, mevrouw Els Am. Pas trop vite comme ça. Ils n'ont pas encore distribué. Ouais. Oh, merci, ça va. Oui, il faut peut-être sonner. Ouais, attends. Mon verre. Enlève un peu mon verre, s'il te plaît. Oui, on va commencer. Le temps qu'ils arrivent, des gens. Oui, maintenant il y a des gens qui arrivent à la tribune. Attendez. Il y a des gens qui sont là. Je dis quand ça peut commencer. On va attendre qu'ils arrivent. Oui, on a encore. Tout le monde n'a pas reçu encore les véhicules. André, ils distribuent encore. Hein. Oui, attends. Parce que tu vas les appeler, mais... Oui, je sais. Voilà.
personne. Ça va, tu peux y aller. Ok. On y va. Donc, de heer Fuat Haider. Mevrouw Els Ampe. Allez, vous n'avez pas... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'aurais bien voulu intervenir avant qu'on commence le vote. Intervenir, j'avais compris Oui. que vous demandiez votre bulletin. Non, non. Alors, Madame Jambon. Merci. Donc, nous allons maintenant avoir l'occasion de désigner nos représentants au Centre pour l'égalité des chances. Et on le sait, traditionnellement, par le passé, au conseil d'administration du Centre pour l'égalité des chances, siégeaient des représentants des diverses sensibilités en fonction du résultat des élections. C'est un organe particulier qui doit être un peu au-dessus de la mêlée et qui avait un conseil d'administration qui essayait, je pense, d'effectuer ce rôle. Depuis les... Je sais que les fascistes ont toujours un problème avec le Centre pour l'égalité des chances. C'est tout à l'honneur du Centre pour l'égalité des chances. En dan gaat uw werk straks terug een badje nemen. Je suis Charlie. Suite aux modifications, donc ce sont les divers parlements qui désignent leurs représentants et les arrangements qui ont été faits ont conduit à restreindre très fort la diversité qui sera dans ce conseil d'administration et nous ne pouvons que regretter les choix des diverses majorités en la matière qui conduisent à ce résultat. Donc je reprends. De heer Fuat Haider, mevrouw Els Ampe, monsieur Mohamed Azouzi, madame Françoise Berthiaud, monsieur Éric Bott, monsieur Jacques Brocci, madame Michèle Carté, monsieur Benoît Serex, monsieur Ridouane Chaït, monsieur Bernard Clairfailly, monsieur Philippe Clause, monsieur Michel Colson, de heer René Coppens, de heer Stéphane Cornelis, monsieur Alain Courtois, monsieur Emmanuel Deboc, monsieur Olivier de Clipel, monsieur Armand de Decker, madame Julie de Groot, mevrouw Carla de Jong, madame Céline Delforge, de heer Bruno de Lille, de heer Paul Telva, monsieur Serge de Patoul, madame Corinne de Permentier, madame Caroline Désir, monsieur Alain de Stex, monsieur Vincent de Wolf, mevrouw Lisbeth Daan, monsieur Béa Diallo, monsieur Boris Diliès, monsieur Christos Doulkeridis, monsieur Hervé Doyen, monsieur Willem Draps, monsieur André Dubus, madame Dominique Dufourny, madame Isabelle Durand, madame Anne-Charlotte Durcel, madame Barbara Durcel de Lobkowicz, madame Mathilde El Bakri, monsieur Ahmet El Kanous, monsieur Ahmet El Ktibi, madame Nadia El Yousfi, madame Isabelle Emery, monsieur Hamza Fassifiri, madame Zoé Génaud, madame Claire Guérat, monsieur Marc-Jean Geissels, monsieur Ahmet Djanaj, mevrouw Brigitte Grauwels, monsieur Youssef Andici, madame Evelyne Heutebroek, monsieur Jamal Ikasban, madame Véronique Jamoul, monsieur Abdallah Kanfaoui, monsieur Pierre Compagnie, monsieur Hassan Konyunkou, madame Marion Lemaire, monsieur Marc Lowenstein, de heer Dominique Lotenstaal,
mevrouw Annemie Maas, monsieur Fabien Minguin, madame Joëlle Maison, monsieur Bertin Mampaka Mankamba, monsieur Zaor Elahi Manzour, monsieur Alain Marron, madame Catherine Moureau, monsieur Mohamed Ouriagli, madame Maïnou Rosdemir, monsieur Émile Oscara, madame Martine Peffa, madame Caroline Persons, monsieur Charles Piquet, monsieur Arnaud Pinksteren, mevrouw Elke Roeks, madame Jacqueline Rousseau, madame Fatoumata Sidibé, madame Simone Suskind, madame Viviane Tettelbaum, monsieur Sefket Temitz, madame Barbara Tract, monsieur Julien Uitendaal, mevrouw Siltje van Achter, de heer Jeff van Dam, de heer Johan van den Driessen, monsieur Gaëtan van Guatsenhoef, monsieur Michael Verbrouwen, de heer Arnaud Verstraat en mevrouw Kadia Zamouri. Si on doit être deux pour dépouiller. Attends, voilà. Ik ben de laatste. Heeft iedereen zijn stembrief gedeponeerd? Ja? Voilà. Heeft iedereen gestemd? Ja? Oké. Voilà. Ik verklaar de stemming voor gesloten. Et maintenant, on a besoin de candidats parmi les secrétaires pour le dépouillement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, monsieur le secrétaire, inviter ceux dont vous ferez le choix? Meneer Coppens. Allez. Madame Delforge. C'est bien. Pour ça, oui. Ça va avec trois. Ouais, mais ils sont deux, non? Oui, mais toi, ça peut. Si, un truc, il faut Ah oui, tu dois dépouiller avec. Toi spécialement. Bien, alors, je vous communiquerai le résultat du vote dans quelques minutes. Alors, maintenant, nous avons des votes sur une série de projets d'ordonnance. Vous savez, ça, c'est les projets de convention. Alors, est-ce que c'est beaucoup vous demander pour voir si on pourrait faire un vote unique pour toutes les conventions? Je sais que ça n'est pas très formaliste, mais bon. OK? Je ne dois pas vous les rappeler? Alors, over de overeenkomsten nummer 1. Attention. Oui, mais ils vont pouvoir voter en même temps. On avance. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. Et il n'y a personne qui est parti, je suppose. Hein. Bon. Voilà. Non, il n'y a personne qui est parti. Allez, on avance. Il s'arrange. Bon, alors, sur l'ensemble des conventions, début du vote. Jullie stemmen voor Anders de Bus Douaner. Hij vraagt nog mij. Ja, maar dat is geen probleem, we hebben afgesproken. C'est l'ensemble des projets d'ordonnance. Alors, vous vérifiez. Voilà. Madame Delforge, Monsieur Coppens sont votés par procuration. C'est fait? Monsieur Dubus aussi? Tu as voté? Alors, voilà. Heeft
Iedereen gestemd? Tout le monde a-t-il voté? Alors, je peux clôturer le vote. Einde van de stemming. Et voilà. In onthouding. Voilà. Et donc, le Parlement adopte les projets d'ordonnance qui seront, selon la formule, soumis à la sanction du gouvernement. Oui, oui. Donc, je vais passer l'ensemble du projet maintenant, comme ça c'est fait. Voilà, voilà. Alors, nous avons encore un vote, attention. Alors, nous avons maintenant un vote encore sur l'ordre du jour déposé en conclusion de l'interpellation de M. Pinksteren à M. Vervoort. 2 ordres du jour ont donc été déposés. 2 moties worden ingediend. Un ordre du jour motivé a été déposé, donc je l'ai dit, par M. Pinksteren et M. Verstraat. Et de eenvoudige motie wordt door meneer Azzouzi, mevrouw Persoons, mevrouw De Groot en mevrouw Crowels voorgesteld. Et donc, vous savez ce qu'il en est. Nous allons voter évidemment sur l'ordre du jour pur et simple. Monsieur le ministre-président. Et, Monsieur le Président, pardon. Oui. Avant, oui. Nous allons donc voter sur l'ordre du jour pur et simple. Mais vous avez évidemment la parole pour une explication de vote. Monsieur Pinksteren nous l'a demandé. Merci, Monsieur le Président. Avec mon collègue Arnaud Verstraeten, les écologistes voulaient, au travers de cet ordre du jour motivé, mettre en avant l'urgence de faire de la porte de Ninove autre chose qu'un chancre qu'elle est devenue, en faisant le plus rapidement possible un espace vert temporaire. Et notre intention est également de nous inscrire dans les projets en cours, pas de les freiner, nous inscrire dans les projets en cours, pas de les freiner, mais de proposer, à l'occasion de ces nombreux projets sur la zone, de proposer une vision globale, une vision ambitieuse pour cette zone, une vision qui ne se limiterait pas à l'exploitation de quelques friches publiques ou privées d'ailleurs, mais qui intégrerait l'ensemble des fonctions prévues, mais dans un périmètre qui aurait été plus large, permettant des équilibres plus judicieux selon nous, permettant aussi d'organiser une participation à la hauteur des enjeux de trait d'union que doit revêtir cette zone. Et en ce sens, nous faisions écho ici à 2 choses. D'une part, à cette volonté du gouvernement, repris dans les déclarations gouvernementales, de réaliser un assemblier, de réaliser une structure qui puisse justement rassembler l'ensemble des acteurs pour trouver des équilibres sur des zones complexes et singulièrement la zone du canal. Donc on faisait écho ici à ce projet d'assemblier. On faisait aussi écho aux décisions du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale sous la législature précédente qui disait qu'il faut agir rapidement sur cette zone et il faut y prévoir aussi une participation. Et en ce sens, Monsieur le Président, et peut-être avec notre grande naïveté, nous espérions que la majorité allait nous suivre, puisque nous étions, nous semblait-il, tout à fait dans la lignée de ce qu'elle défend. Nous espérons que pour la suite, au-delà des mots et au-delà des écrits, les pratiques en matière d'aménagement du territoire et de développement territorial se feront fort de rassembler, d'assembler, de participer. Je vous remercie. Merci. Alors, avant de procéder au vote sur la motion pure et simple, je vous donne le résultat du vote de uitslag van de stemming pour le centre d'égalité des chances, du Centre voor Gelijkkansen. Alors, nous avons, pour nous résumer, 71 geldig stemmen, nous avons 56 oui et nous avons 15 nee. Voilà. Ainsi, ça nous amène à proclamer que Mme Ursula Cacci et Ornella Prifti sont désignés comme membres effectifs et suppléants. Ça, c'est pour les francophones. En de heren Cerulus en Arno Stas hebben de meerderheid bereikt voor de stemmen
en worden aangewezen als dus vast leden en plaatsvervangend lid. Alors, maintenant je mets à l'ordre du jour, au vote l'ordre du jour que nous avons suivi, c'est-à-dire la motion pure et simple. Nous pouvons commencer le vote. Début du vote. Heeft iedereen gestemd? Est-ce que tout le monde a voté? Ça va? On peut proclamer le résultat? Plus personne ne doit voter? Alors, nous avons 58, 32 non. Voilà. Et donc, en conséquence, le Parlement a adopté cette motion et nous en avons fini. Je clôt donc la séance. Oui, peut-être on gagne du temps. Je viens de recevoir à l'instant, vous allez voir que ce n'est pas très important, ik heb dus iets gekregen van de Groen-fractie over de wijzigingen in de samenstelling van verschillende commissies. Dus dat zal dus geïntegreerd worden in het verslag. Mais comme ça, on peut le passer. C'est les modifications donc pour la composition d'une série de commissions. Monsieur de Lille devient membre suppléant de la commission logement, Madame Maas voor de commissie algemene zaken enzovoort. Ça sera dans le compte rendu. Voilà. Bonne soirée, bon week-end. Goeie week-end voor iedereen.